Tu te balades, peinard, ciel bleu, température agréable, zénitude absolue. Air légèrement méthanisé, les vaches pètent. Heures sub défiscalisées. Pôle emploi en grève, réchauffement climatique gelé. Nabila a égaré son portable. Les éoliennes battent de l'aile, et soudain, le doute t'assaille. Tu t'interroges. Qu'est-ce que je fous dans ce merdier ? Pourquoi c'est toujours les mêmes, toujours les plus misérables, les plus honteux, qui suent le burnous pendant que le CAC 40 engraisse ? J'aime bien chercher des réponses dans ce parc. C'est le square du Chevalier de Saint-Georges. Là, sous le regard de Marianne, une Marianne fatiguée, flétrie, lépreuse, oh, y a pas de hasard, hein. Elle s'est chopée la variole du singe. Là, je gamberge. Une statue, œuvre du sculpteur colombien William Castaño, nous rappelle que les chaînes, ça sert à enchaîner, à asservir. La femme d'airain me fait vagabonder. L'Afrique, le Bénin, Ouida, le marché aux esclaves. Oh, j'ai visité, mais pas acheté. Sous un hiroko, l'arbre fétiche, c'est l'arbre de la palabre. Eh bien, sous un hiroko, le griot raconte. Autrefois, le roi Doussou Agadja régnait sur le territoire d'Abomey. La prospérité de son royaume dépendait du commerce, de la marchandise, des hommes et bien sûr des femmes. Le roi en avait épousé 2000. Alors l'histoire ne précise pas si il les satisfaisait toutes, lui prétendait que si. Une seule se refusa à lui, une danseuse Yoruba, amoureuse d'un musicien Yoruba, nommé Agboton. Elle s'appelait Adékémi. Pour punir la danseuse et son musicien, le roi les vendit à un négociant bordelais. Le couple fut embarqué au printemps 1724 sur le navire négrier le Dauphin. Cette nuit-là, au son du tam-tam d'Agboton, Adékémi dansa devant les matelots consignés à bord pendant que le reste de l'équipage faisait la fête à terre. Sa danse lascive envoûtait les marins qu'elle incitait à boire, et lorsqu'ils furent fin sous, elle subtilisa les clés des carcans afin de libérer ses frères d'infortune. Malheureusement, un des matelots réussit à donner l'alarme. La répression fut féroce. Adékémi, l'instigatrice, main coupée, corps criblé de balles, puis jeté au requin. Agboton, membres brisés, et pendant que les bourreaux lui fracassaient les os, il chantait. Oh, une drôle de syncopée, d'une seule parole, Yoruba, que tous les esclaves reprenaient en chœur et en rythme comme une litanie. Yoruba, 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 Yoruba. Puis un pleur enfantin se mêlait au chant, celui d'une petite fille, vendue en même temps que ses parents. Par une danse ancestrale, elle invoqua l'esprit de sa mère, jetée au requin. Et parce qu'elle dansait à merveille, elle aussi, les hommes et les femmes enchaînés l'appelèrent Onojo Kekere, qui signifie petite danseuse. Le Dauphin livra aux Antilles sa cargaison de bois d'ébène. Sur le marché, Georges Bologne, un obliot éclairé, fils d'un maître d'armes, fut séduit par la grâce de la gamine. L'enfant était vendu en même temps que son père qui, du point de vue de la rentabilité, ne représentait pas grand-chose, vu qu'il avait eu les membres rompus. Georges Bologne fit affaire. Humaniste aux heures creuses, il fit affranchir la gamine et son père. Ensuite, il demanda à M. Agboton, surnommé Yoruba, la main de sa fille Onojo Kekere, qu'il appela Nanon. De leur union naquit un fils, un divin enfant, né le 25 décembre 1745. Le couple le baptisa Joseph. Il naissait mulâtre,
libre. Quant à son grand-père, l'affranchi, avec ses quelques économies, il se mit en tête d'organiser une chorale avec les esclaves de la plantation voisine. Initiative qui déplut aux propriétaires du domaine. Les mélopées traditionnelles, il ne voulait pas les entendre. Et pour bien montrer qui était le chef, il fouetta Agboton à la face. Mais pendant le châtiment, Agboton se tenait droit, et puis il se mit à fredonner. Yoruba, 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 repris par tous les esclaves. Cet acte d'insoumission rendit le maître furieux. Il s'acharna sur Agboton et le fouetta à mort. Le lendemain, le maître fut retrouvé mort à son tour. Les soupçons se portèrent sur Georges Bologne, le gendre d'Agboton. Craignant un mauvais sort, Georges Bologne reprit le bateau en direction de la métropole, en compagnie de Nanon et de leur héritier Joseph. En France, Joseph développa des vertus musicales, héritage génétique de son grand-père maternel, mêlé à des vertus de bretteur, héritage génétique de son grand-père paternel, l'épée et la musique. Compositeur, il se distingue au point que la reine Marie-Antoinette le pressent comme chef d'orchestre de l'Opéra Royal. Bretteur, il croise le fer avec le chevalier Déon, l'un des meilleurs escrimeurs ou escrimeuses du royaume. Yel avant l'heure. Si un mulâtre ne peut diriger l'Opéra Royal, en revanche, il peut diriger un corps militaire, notamment pour défendre les valeurs de justice. Lorsque la Révolution décrète, dans son article 1er des droits de l'homme, que tous les hommes naissent libres et égaux, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, quelques fils d'esclaves ou esclaves affranchis forment la Légion de Saint-Georges, du nom de son premier colonel, fils de l'esclave affranchi Nanon et de Georges Bologne de Saint-Georges. Le colonel se bat d'autant plus vaillamment pour la Première République qu'en février 1794, elle abolit l'esclavage. Mort en 1799, il ignore qu'elle fut rétablie par Napoléon Bonaparte en 1802. Il semblerait qu'en France, l'esclavage ait été définitivement aboli par la Deuxième République en 1848 et, 17 ans après, aux États-Unis. Qu'en pense notre allégorie dont l'expression de souffrance laisse un goût amer avec cette réflexion? Si en musique, une blanche vaut deux noirs, en lutte contre l'oppression, le rapport s'inverse. À l'occasion de notre nouvelle rencontre littéraire et néanmoins carcérale, nous allons parler des champignons de Paris, mais bien sûr pas que de ça. Nous allons parler d'une des personnes les plus recherchées par le FBI de Hoover. Elle est noire, intelligente, révoltée. Alors, autant de paramètres qui n'annoncent pas une petite vie bourgeoise. Hein. Elle vit aux États-Unis en plus, hein. On a dit Hoover. Alors, on la reconnaît facilement, dès qu'on la voit sur sur des photos, on la reconnaît facilement grâce à sa coupe afro. Et la plupart du temps, elle a toujours le poing levé comme ça, vous savez, en signe de tir. Je vais vous la montrer. Là, elle n'a pas le poing levé, mais c'est bien elle. Angela Davis. Bon, Angela Davis est née dans l'Alabama en janvier 1944.
C'est-à-dire qu'elle est née globalement 6 mois avant le débarquement, 6 mois avant le débarquement des troupes américaines ou états-uniennes, si vous préférez, sur les plages de Normandie. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez comprendre, j'en parle pour vous montrer un petit peu le contexte racial. Lorsque vous regardez les films, tous les films que vous voyez sur le débarquement, eh bien, vous ne voyez que des images de vétérans, de soldats blancs. Alors, est-ce que c'est un a priori des caméramens? Pas du tout, pas du tout, non, non. Effectivement, l'état-major, les gradés, les hauts gradés, ont très peu confiance dans les vertus guerrières, voire patriotiques, des militaires noirs. Donc on les cantonne à des tâches subalternes à l'arrière. Attention, hein. Par contre, à partir de la Corée et surtout au Vietnam, on peut rajouter aussi en Irak, les GIs noirs vont payer un très très lourd tribut. C'est l'époque aussi, alors vous voyez, 44, la printemps 44, là où elle vit à Birmingham, c'est Birmingham, Alabama, le racisme fait beaucoup de dégâts. Et le racisme, vous avez tous une image, vous savez, de ces types avec leurs grandes capuches, les croix en flammes et tout ça. Mais le Ku Klux Klan, il est interdit il est en cessation de paiement, comment dire, voilà, il est dissous parce qu'il n'a pas payé ses impôts. Et oui. Le fisc, lui, se fout de vos opinions politiques ou quoi que ce soit. Donc je pense que le Ku Klux Klan aurait dû se renseigner auprès de quelqu'un que vous connaissez bien, comment on l'appelle, Scarface, qui lui aussi, il s'est retrouvé en prison tout simplement parce qu'il avait oublié de payer ses impôts. Elle est brillante à l'école, la gamine, elle est brillante, et au moment où elle doit partir, où elle doit faire des classes supérieures, elle va partir à New York. Elle va partir donc à New York pour des études supérieures, et à ce moment-là, son père va lui offrir un livre. Alors, juste, je vous dis un petit passage. Ah bon, excusez-moi, je vais vous lire un petit passage de ce bouquin parce que c'est quand même assez important. Qu'est-ce qu'elle dit lorsque son père... Vous voyez, c'est lié au livre. Voilà. Où est-ce que j'en suis ? Au moment des adieux, donc elle va partir à New York, hein, au moment des adieux, mon père m'a offert un livre. Ses pages étaient toutes griffonnées de son écriture. Il était triste, mais souriait et contenait son émotion. Je l'ai pris. Certaines pages se détachaient. Le papier sentait bon, une odeur de vieille maison. À cet instant, j'ai hésité à partir. J'avais le cœur serré. Il m'a fait un signe de la main, comme s'il tenait un stylo invisible et dessinait des lettres dans l'air qui disaient « Continue, toi, écris ». Il ne pouvait parler. Son chagrin aurait éclaté. Ah, donc ça, c'est ce qu'elle nous dit. Et puis bon, elle va donc faire ses études à New York. Et puis après New York, elle va continuer à étudier en France. Voilà. La Sorbonne, bien sûr. Et puis après la Sorbonne, elle va étudier à Biarritz. Et quand elle est à Biarritz, elle va apprendre, que je ne dise pas de bêtises, dans les années 63-64, que l'église de Birmingham a explosé suite à un attentat, bien sûr, de ce qui restait là, des résurgences des résurgences du Ku Klux Klan. Par contre, il y a 3 gamines qui sont mortes. Et ces gamines, elle les connaissait toutes les 3, c'était des copines à elle. Elle allait toujours à la messe là, pour prier dans cette fameuse église. Et du coup, elle décide de revenir en France. Elle revient en France et vient décider à intégrer un mouvement qui se bat pour la libération, en quelque sorte, du peuple noir. En 1968, l'année de l'assassinat de Martin Luther King, elle réussit ses brillants examens qui lui permettent d'enseigner.
et elle va enseigner en Californie. Oh, pas longtemps, hein. Dès la première année, elle est virée. Pourquoi elle est virée? Parce qu'elle est communiste, elle est révolutionnaire et surtout elle a intégré les Black Panthers. Alors là, ça c'est déjà beaucoup plus grave. Enfin, en tous les cas, pour la hiérarchie universitaire. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Elle est virée et là, elle dit non, mais moi je veux continuer la lutte contre les discriminations et elle va intégrer un groupe qu'on appelle les Frères de Soledad. Alors c'est quoi cette affaire des Frères de Soledad? C'est quoi les Frères de Soledad? Alors je vous explique une chose, c'est un type qui s'appelle, je ne me rappelle plus beaucoup son nom, Johnson je crois, attendez 30 secondes. Oui, c'est Johnson, un petit voleur, va piquer une bagnole et cette bagnole, elle va servir lors d'un braquage. Du coup, le môme, 18 ans, on l'envoie en prison. En prison, le mec il va se politiser et il va fonder aussi une cellule des Black Panthers. Et puis au bout d'un moment, à trois là, ils sont accusés, dont il fait ou pas ça j'en sais rien, ils sont accusés d'avoir tué, excusez-moi, un maton, en représailles à trois prisonniers noirs qui eux aussi ont été tués par des matons, comme ça, pour rigoler, on a tué des... Donc là c'était une vengeance. Il est mis au quartier d'isolement. Son frère Jonathan, va tenter de le délivrer. Il va rentrer dans un palais de justice avec une arme à la main. La première chose qu'il fait, il y a deux types qui doivent passer, deux prisonniers noirs qui doivent passer en justice. Il les libère et à tous les trois, ils prennent en otage deux juges et puis quelques témoins qui étaient là. Et il demande la libération donc, de son frère et des deux autres gars qu'on appelait à cette époque les Frères de Soledad. Soledad étant la prison dans laquelle ils étaient détenus. Voilà. Donc Soledad, c'est la prison. À l'issue de la prise d'otages, comme ça se passe normalement, ils prennent leurs otages avec eux, montent dans le van pour dégager, pour partir, et c'est à ce moment-là que la fusillade retentit. Il va être tué par les gardiens, lui plus un juge et plus un civil. Le problème, c'est que l'arme que les flics retrouvent entre les mains de Jonathan, le gamin, eh bien cette arme implique Angela Davis. C'est elle qui l'a achetée. Aussitôt ouvert, vous savez, le grand patron de la CIA déclare que Angela Davis est l'une des criminels les plus terribles, qu'on doit immédiatement l'arrêter, mort ou vive, alors de préférence morte, hein, bien sûr. Et bien la pauvre, elle se met en cavale, immédiatement en cavale. Oh, la cavale, elle ne va pas durer très longtemps. Tiens, je vais vous dire jusqu'à quand elle va durer, parce qu'elle l'indique dans son livre. J'ai toujours, c'est à 30 secondes, je cherche un... Là, j'en ai pas, attends, 30 secondes. Viens avec moi, je vais prendre les chiffres. Bon, ça, voilà. Ça va être plus vite, voilà. Allez, c'est bon. Excusez-moi. Donc la cavale ne va pas durer très longtemps. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Tout simplement, ça ira beaucoup plus vite. Ce jour-là, c'est le jour où elle se fait arrêter. Hein. Ce jour-là, le 13 octobre 1970, il faisait froid. Le copain, son complice, vérifie le couloir avant d'ouvrir la porte numéro 27. Notre planque. Je me dirige vers ma chambre. C'est alors qu'une main m'empoigne. Des hommes apparaissent dans le couloir. Des agents sortent de partout, comme des cafards. Les armes se chargent. Vont-ils tirer? Nous abattre? Je ne bouge pas d'un pouce. Je ne réponds pas. Je regarde les canons des revolvers pointés sur nous. Je revois le corps de Jonathan. Vous savez, Jonathan, c'est le gamin qui a voulu délivrer son frangin. Je revois le corps de Jonathan, 17 ans, étendu dans son sang sur l'asphalte. Une voix dit « Angela Davis, vous êtes Angela Davis ?» Je me garde bien de faire un seul geste, un seul mouvement leur donnerait l'occasion de m'abattre pour légitime défense. « Angela Davis, vous êtes Angela Davis ?» continue de questionner l'agent. Je ne sais pourquoi, alors que je devrais être accablé de désespoir, je me sens soulagé. Ça y est, ils m'ont arrêté, tout est fini.
Eh ben non, Angela, non, justement, tout n'est pas fini. C'est à ce moment que tu découvres un petit peu ce que c'est que l'administration pénitentiaire, quelles sont ses injustices, comment ça se passe, comment elle procède à chaque fois à ses humiliations. D'ailleurs, tu vas en faire un très très beau livre. Bon, toujours est-il qu'on te met en prison, mais pendant que tu es en prison, il y a une campagne qui va s'organiser pour ta défense. Ça fait du bruit quand même, parce que toi, tu es innocent, peut-être que tu as acheté l'arme, oui, mais enfin, le gamin te l'a piqué, peu importe, hein. On se bat pour toi. Tiens, je vais vous dire juste un petit truc qui s'est passé comme ça pour aller vite. Les prisons se mutinent en faveur des frères de Soledad et d'Angela. Et l'une des prisons dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Attica, dont on a fait plusieurs films, vous savez, Attica, on a fait plusieurs films sur cette prison, pour aller dans le même sens arrêter de sans arrêt de mettre la pression sur les Noirs d'Amérique. Eh bien, le gouverneur, qui s'appelait Nelson Rockefeller, c'est peut-être quelque chose qui vous dit, qui vous parle. Nelson Rockefeller, c'est lui le sénateur. Il dit, allez, non, je ne veux plus entendre parler de ça, vous me réglez le problème rapidement. Ben, le problème a été très rapidement résolu. 41 détenus de tués, 14 matons de tués et 3 civils, noyés dans le sang. L'affaire a été réglée par un bain de sang, tout simplement. Faut que j'aille regarder quand même un peu comment ça se passe là-bas. Oui, il faut savoir que... non, c'est bon. Il faut savoir que Rockefeller... Bon, je ne sais pas si j'en ai eu... Ouais, bon, peu importe. Il faut savoir que Rockefeller, la plupart de sa fortune lui vient de ce qu'on appelle le complexe carcéro-industriel. 30 secondes, il faut que je regarde un petit peu parce que... Non, c'est celui-ci, parce que j'ai un peu oublié. Oui, le complexe, c'est ça, carcéro-industriel. Eh bien, Rockefeller, il a fait sa fortune là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le complexe industriel? C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on nous fait dire, peut-être que je vais me permettre de le lire, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Où c'est que ça commence? J'ai un petit problème, excusez-moi. Ce mot a été inventé par des militants et des universitaires soucieux de dénoncer la croyance dominante selon laquelle l'explosion de la population carcérale, ce qu'on a en France, s'expliquerait par l'augmentation du taux de criminalité. Au contraire, affirme-t-il, la construction de nouvelles prisons et le besoin concomitant de les remplir de corps humains repose sur des idéologies racisme et sur la quête du profit. C'est exactement ce qui se passe en France, en tous les cas sur la quête du profit. Quand vous avez un président n'importe lequel qui vous dit « Avec moi, il y aura 30 000 places de plus en prison », c'est pas parce qu'il va y avoir 30 000 bandits en plus qui vont sévir, pas du tout. C'est pour faire du pognon. Comment? Eh bien en construisant des prisons. Quand la construction marche, économiquement, tout marche. Ensuite, quand la prison sera construite, eh bien, il faudra entretenir les détenus. Il y aura de la nourriture, eux-mêmes, cantine. Il y aura les fringues, il y aura les habits à fournir, il y aura des matons qu'il faudra payer. Mais ça fait tout un circuit qu'a très bien décrit aussi quelqu'un d'autre que vous connaissez au moins, pour beaucoup, ceux qui ont fait un peu d'économie, Raymond Barre, ancien Premier ministre. Ce qui veut dire, globalement, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des voyous, des bandits qu'on crée des prisons, mais on crée des prisons qui vont faire, elles, le bandit. Alors, si vous avez un doute, bien sûr, sur ce que nous dit Angela Davis, il suffit de regarder un peu les statistiques qui se passent à l'époque de... Ben voilà, j'ai oublié son nom, à l'époque de... Clémenceau, voilà, ça y est, excusez-moi, qui se passe à l'époque de Clémenceau, qu'on ne peut pas suspecter
de faiblesse à l'égard des truands. Je rappelle que Clémenceau, c'est les brigades du Tigre. Hein, ouais. Mais Clémenceau expliquait, lui, il savait très bien que la prison, c'était pas le lieu où que plus il y avait de bandits et plus il y avait de prisons. N'oublions pas une chose, il faudrait lire un petit peu ces statistiques et savoir aussi que Clémenceau connaissait très bien les matons. Il les connaissait très bien pour y avoir passé en prison 4 mois à la prison de Mazas. Alors, toujours est-il sur cette question, voilà, Angela Davis va nous poser cette question, cette fameuse question. Je vais vous la poser aussi, c'est celle qui fait le titre de son livre. La prison est-elle obsolète? C'est le titre de son livre. La prison est-elle obsolète? Eh bien, si vous voulez une réponse à cette question, il suffit de lire le livre d'Angela Davis. Et puis vous pouvez en lire d'autres, un livre d'Angela Davis. Elle en a écrit quelques-uns, hein, notamment sur l'inutilité de la prison, justement. Et moi, je vous l'ai dit, lisez Angela Davis, lisez-la, lisez-la, lisez, lisez, lisez. King of Kings, we kneel before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. Lord of Lords, we kneel before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. Our Father, we are asking for peace in the world. Our Father, we are asking for peace in the world. Our Father, we are asking for peace in the world. Our Father, we are asking for peace in the world. Reveal yourself, reveal yourself, reveal yourself, reveal yourself, reveal yourself, reveal from heaven, because we are directing to you, Almighty. We are directing to you, forever, Almighty. The sun rise and set, rise and set, sunrise and set, forever, Almighty. Your promise, our Father, set fear down not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God, I will strengthen thee. Yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with my right hand of my righteousness. Reveal yourself, Almighty. Reveal yourself, reveal yourself, reveal yourself, Almighty. Reveal yourself, reveal from her. Reveal yourself, Almighty. Reveal yourself, reveal from her. Reveal yourself, Almighty. The sun rise and set forever, Almighty. The sun rise and set forever, Almighty. The sun rise and set forever, Almighty. Reveal yourself, Almighty, because we are directing to you forever, Almighty. Because we are directing to you forever, Almighty. Reveal yourself, Almighty. Because we are directing to you forever, Almighty. Because we are directing to you forever, Almighty. Reveal yourself, Almighty. Reveal yourself, Almighty. Because we are directing to you forever, Almighty. Because we are directing to you forever, Almighty. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Ta-na-na-na, 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 ta-na-na-na,
Reveal yourself, reveal yourself, reveal yourself, reveal yourself, reveal from where.